Bonsoir, mon nom est Yolande Smith. Je suis professeur de neurologie à l'Université de Emory à Atlanta. Et comme vous pouvez le voir sur ma diapo d'ouverture, j'ai un laboratoire de recherche euh, qui se trouve au Yerkes National Primate Research Center sur l'Université d'Emory et également au département de neurologie. Je remercie beaucoup la Société d'Alzheimer de Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine de m'avoir invité. Ça me fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui et de pouvoir vous entretenir sur la maladie d'Alzheimer. On pourra discuter au cours de la prochaine heure je m'entends de parler de la cause de la maladie. On parlera aussi des pathologies qui se trouvent au niveau du cerveau chez les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et on va terminer par des traitements, espérons des traitements qui sont à développer pour prévenir la maladie. Avant de discuter de la maladie comme telle, je veux revenir un peu sur mon trajet académique et vous expliquer un peu pourquoi je suis ici aujourd'hui et d'où je viens essentiellement. Et donc, comme vous pouvez le constater, je suis à Atlanta, en Georgie, mais je ne suis pas du tout un Américain. Je viens, comme était indiqué dans l'introduction de ma biographie, je suis natif de Newport. Vous voyez ici, pour ceux qui sont familiers de la région, c'est le port de pêche à Newport. Et notre famille se trouve, la maison de mes parents se trouve exactement ici, juste en face du port. On a une très belle vue sur le port de pêche et c'est ici que la maison familiale se trouve. C'est là que ma mère demeure. Et c'est ici qu'on revient tous les ans, tous les étés. On vient passer quelques semaines en Gaspésie depuis que nous sommes à l'extérieur de Gaspésie, finalement, en effet, sauf la première année qu'on ne peut pas le faire cette année en raison de la pandémie, mais normalement, tous les étés, juillet, août, on descend en Gaspésie, on aime bien revenir à la maison, puis voir notre famille, mais aussi de passer du temps dans notre région. Donc, j'ai fait mes études au Collège de Gaspésie, donc j'ai fait mon cégep à Gaspé, le cégep des Gaspé-les-Îles. Et ensuite, je suis parti à Québec, à l'Université Laval, où j'ai passé pendant quelques années, fait mon baccalauréat en biologie, et ensuite, j'ai fait une maîtrise et un doctorat en neurobiologie. Et par la suite, j'ai quitté Québec pour aller faire des études postdoctorales. J'ai fait des études à l'Université d'Oxford en Angleterre. On a passé quelques années là-bas. Et ensuite à l'Université Johns Hopkins, qui se trouve à Baltimore, aux États-Unis. Suite à mon stage à Johns Hopkins, je suis revenu à Québec, à l'Université Laval en tant que professeur, où j'ai passé pendant 5 ans, de 1991 à 1996, à l'Université Laval. Et ensuite, en 1996, j'ai eu une offre pour joindre l'Université d'Emory à Atlanta. Et c'est là que nous avons décidé d'accepter cette offre et de joindre l'Université Emory. Et c'est là, depuis qu'on est installé là-bas, mon épouse et moi. Et donc, ça fait presque 25 ans qu'on est à Atlanta. Mais comme je vous disais, c'est clair que nous travaillons à Atlanta, mais nous ne sommes pas des gens d'Atlanta. Notre maison est vraiment notre demeure est vraiment ici à la maison, c'est-à-dire en Gaspésie, puis à Québec. Et c'est pourquoi qu'on revient tous les étés. Et c'est vraiment là qu'on se retrouve à la maison. Mais ça fait quand même, on est très bien à Atlanta. En fait, c'est là que je peux poursuivre mes travaux de recherche. Donc, en parlant de la recherche, voyons un peu ce qu'on va discuter aujourd'hui dans cette présentation. Donc, on va parler de la maladie d'Alzheimer. Et c'est la première diapositive qui est très chargée, mais c'est pour introduire les principaux thèmes dont on discutera plus en détail au cours de la présentation. Donc, on va passer au travers de cette définition-là qui contient beaucoup d'informations importantes aux caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative chronique qui débute lentement. Donc, j'ai souligné spécifiquement maladie neurodégénérative chronique qui débute lentement parce que ce sont des caractéristiques très importantes. Donc, maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a des cellules nerveuses qui vont mourir, qui dégénèrent dans le cerveau des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc, le cerveau va graduellement dégénérer et c'est pourquoi les patients vont avoir les problèmes qui suivent avec cette maladie. C'est une maladie chronique, donc ce n'est pas quelque chose qui apparaît du jour au lendemain. Ça prend des années et des années. On peut parler de 15, 20 ans de progression avant que les symptômes apparaissent dans la maladie. Donc, c'est très long terme. Ces maladies sont très longues. La dégénérescence au niveau du cerveau commence très tôt, mais les symptômes apparaissent plus tard. Et ça,
c'est un problème qui est très important et on en discutera à la fin lorsqu'on parle des traitements. C'est un des problèmes importants à résoudre pour pouvoir développer des traitements pour la maladie. Ça débute très lentement avec des symptômes relativement légers, mais qui graduellement vont s'aggraver et affecter de beaucoup les fonctions cognitives des personnes affectées jusqu'à un niveau que les personnes ne pourront plus fonctionner par eux-mêmes. La maladie d'Alzheimer est la cause de 60 à 70 des cas de démence sénile. Donc, on définira un peu de ce qu'on veut dire ici, mais la démence, c'est un phénomène, ce qu'on ressent, des pertes cognitives qu'on voit dans la maladie d'Alzheimer, mais il y a d'autres maladies qui peuvent causer de la démence. Mais la majorité des cas, 60 à 70 et même plus, c'est causé par la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment une cause importante de la démence. Le problème le plus commun en début de maladie est la difficulté à se rappeler des événements récents, donc des pertes de mémoire, qui peuvent être relativement légères, mais qui apparaissent et graduellement vont devenir plus sévères. À mesure que la maladie progresse, d'autres signes cliniques, tels des problèmes de langage, les gens ont de la difficulté à se rappeler des mots, donc ont des problèmes à communiquer. Des pertes d'orientation, donc les gens ne se retrouvent plus dans des endroits qui normalement étaient familiers, ils vont avoir des problèmes à s'orienter, savoir où ils sont. La personnalité également va changer. Les gens vont changement de personnalité, ne se comporteront plus comme ils se comportaient auparavant. Et d'autres problèmes qui suivent avec ça vont apparaître. La cause de la maladie, comme beaucoup de ces maladies neurodégénératives, est inconnue. C'est-à-dire qu'on ne savons pas pourquoi la maladie apparaît, pourquoi certains individus vont avoir la maladie et d'autres ne l'auront pas. À ce jour, il n'y a pas de traitement qui peuvent prévenir ou diminuer le risque de contracter la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est la raison pour laquelle ces maladies, malheureusement, lorsque quelqu'un est affecté par la maladie, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de méthodes qui vont être capables d'arrêter le progrès de la maladie. Donc, c'est un problème quand même très important. Donc, c'est des maladies qui sont pratiquement incurables jusqu'à ce jour. Mais il y a quand même beaucoup de recherches qui se font pour essayer de trouver des méthodes pour essayer d'enrayer cette maladie-là et de prévenir le développement de la maladie. Dans la famille des maladies neurodégénératives, on retrouve différentes maladies dont certaines que je suis sûr vous avez déjà entendu parler, comme la maladie de Parkinson, par exemple. Donc, la maladie de Parkinson est aussi une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a des cellules nerveuses dans le cerveau de gens affectés de la maladie de Parkinson qui vont dégénérer, qui vont mourir, et les régions cérébrales affectées ne sont pas les mêmes que la maladie d'Alzheimer, donc les symptômes ne seront pas nécessairement les mêmes également. Dans la maladie de Parkinson, les principaux symptômes qu'on va voir, c'est des symptômes moteurs. Donc, les gens vont avoir de la difficulté à bouger, ils vont avoir des problèmes de tremblement, ils vont avoir des problèmes à maintenir leur équilibre et tout ça, donc des syndromes moteurs. Et c'est dû à la dégénérescence, la mort de cellules nerveuses qui contiennent un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. La dopamine est un produit chimique qu'on retrouve dans le cerveau, qui est un neurotransmetteur essentiel, donc qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Et chez les patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, ces neurones, ces cellules nerveuses vont dégénérer. Et on peut le voir ici sur une image, une section d'un cerveau humain donc c'est une personne, ici c'est le cerveau d'une personne normale qui est décédée, et ici une personne qui souffrait de la maladie de Parkinson. Donc c'est très clair, vous voyez très bien par rapport à ce qu'on voit ici. Vous voyez les neurones ici, sont des cellules qui sont noires, pigmentées, qui se retrouvent dans un cerveau normal. Comme vous le voyez ici, ces neurones sont complètement disparus chez le patient qui souffre de la maladie de Parkinson. Ce sont ces neurones qui contiennent la dopamine, et donc, c'est-à-dire que le problème majeur des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson, c'est la perte de ce neurotransmetteur dans le cerveau qui est la dopamine, et les symptômes qui s'en suivent sont des syndromes moteurs. Une autre maladie dont vous ne connaissez peut-être pas parce qu'elle est plus rare, mais quand même très sévère, c'est la maladie de Huntington, qui est aussi une maladie neurodégénérative. Comme vous le voyez ici, vous pouvez voir l'apparence d'un cerveau normal et d'un cerveau d'une personne qui est décédée suite à la maladie d'Huntington. Vous voyez les grosses ouvertures ici dans le cerveau. Donc, les raisons pour lesquelles ces ouvertures sont si grandes, c'est que une grande partie du cerveau a dégénéré et c'est ce qui cause cette maladie. Les problèmes associés à la maladie d'Huntington sont très sévères. Ce sont des problèmes moteurs, mais aussi des problèmes cognitifs, des problèmes psychiatriques. Donc, c'est une maladie qui est très dévastatrice également. La cause de la maladie d'Huntington est purement génétique, c'est-à-dire que ces gens qui contractent la maladie vont avoir un gène, une mutation, un changement dans leur gène qui va être transmissible
de génération en génération. Donc, c'est une des maladies qui est purement génétique, ce qui n'est pas le cas pour la maladie de Parkinson et ce qui n'est pas le cas pour la maladie d'Alzheimer dans la plupart des patients. Et finalement, vous avez ici la maladie d'Alzheimer. Comme vous le voyez, c'est également la même chose. Ici, vous voyez le cerveau normal et le cerveau d'un patient qui est décédé et qui souffrait d'une maladie, la maladie d'Alzheimer. Vous pourriez très bien voir que le cerveau est très dégénéré. Donc, le cerveau devient très petit, beaucoup de pertes de cellules nerveuses. Et aussi, dans le cerveau, et on va le voir durant la présentation, c'est qu'en plus d'avoir une dégénérescence, comme vous voyez ici, il y a également un dépôt anormal de protéines. Donc, des protéines qui ne sont pas métabolisées de la bonne façon et qui se forment des agrégats dans le cerveau de ces patients. Et on en discutera, on appelle ça des formes des plaques à travers le cerveau qu'on appelle des plaques séniles. Et également, un autre phénomène, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Donc, on pourra voir ces deux phénomènes qui se passent dans le cerveau de ces patients. Les patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer ont des problèmes cognitifs, comme je l'ai discuté tout à l'heure, et ces problèmes cognitifs vont commencer relativement légers, mais vont s'aggraver graduellement à mesure que la maladie progresse et peuvent devenir en stage terminal très sévère. La cause de la maladie, comme la maladie de Parkinson, est inconnue. On parle de la démence, j'ai mentionné le terme de démence, et la démence est un phénomène qui est très répandu à travers le monde. C'est un problème de société majeur qu'on fait face présentement. Et parce que la raison est que la démence, c'est-à-dire qui se caractérise par ces problèmes cognitifs et un peu ce qu'on peut voir comme la maladie d'Alzheimer, ce sont des maladies qui affectent les gens âgés. Donc, l'âge est un facteur déterminant dans le développement de ces maladies neurodégénératives. Et puisque la population, aujourd'hui, nous pouvons vivre beaucoup plus vieux que les gens il y a plusieurs années, en cause des avancements dans la médecine qui peuvent garder les gens pour vivre plus âgés, ce qui est un avantage, qui est très bien, sauf que plus il y a de gens qui sont vieux, plus il y a des chances qu'il va y avoir des gens affectés par ces maladies neurodégénératives. Donc, pour cette raison, on parle vraiment d'un fléau qui est présent à travers le monde. Il n'y a pas de région qui est épargnée par ces maladies-là. Et vous voyez ici un peu ce qui est des estimations du nombre de cas de patients qui vont souffrir de démence à partir d'aujourd'hui, environ 35 millions de personnes. En 2030, 65 millions. Et en 2050, 115 millions. Donc, vous voyez que ça progresse graduellement et la quantité de gens affectés par la maladie vont devenir très, très grande. Comme de raison, le problème de ces maladies-là sont des coûts qui sont énormes à la société, de prendre soin des patients, aussi tous les coûts qui sont associés à prendre soin des patients, mais aussi les changements dans la société que les gens ont besoin qui sont affectés par cette maladie vont induire. Donc, c'est des coûts qui sont estimés à environ 315 milliards de dollars par année à travers le monde. Pour vous donner une idée, c'est plus dispendieux que les coûts associés au cancer et les maladies cérébrovasculaires ensemble. Donc, c'est très, très important. Donc, c'est des coûts qui sont énormes pour la société. Donc, c'est un fléau, c'est un problème donc on ne peut pas oublier parce que c'est quelque chose qu'on fait face et qu'on vit dedans. Donc, c'est très important de pouvoir essayer de trouver un moyen de réduire l'incidence de cette maladie-là par la recherche. Qu'est-ce que la démence sénile? Donc, j'ai parlé un peu de la démence, de la maladie d'Alzheimer. Donc, pour pouvoir un peu de différencier les deux, en fait, la démence est un phénomène qui est un déclin des fonctions cognitives qui apparaît. Et la maladie d'Alzheimer est la principale cause de la démence. C'est ça que mais la démence peut être causée par d'autres maladies également. Donc, c'est un déclin des fonctions cognitives qui va apparaître, qui va devenir de plus en plus sévère. Ce n'est pas une confusion temporaire, c'est-à-dire que les fonctions cognitives vont diminuer, mais ce n'est pas nécessairement dû simplement à un problème occasionnel que les gens ont eu suite à un accident cérébrovasculaire ou suite même à une perte de prise de drogue quelconque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être présent et qui va devenir de plus en plus sévère. Et lorsque ça atteint un niveau très sévère, comme de raison, ça va affecter
le comportement des gens. Les gens ne pourront plus fonctionner par eux-mêmes et ça va également interférer avec les interactions sociales de ces personnes avec leur milieu dans lequel ils vivent. Donc, c'est des gens qui vont avoir besoin de soins et qui vont devoir avoir un support familial très grand. Pour être caractérisation de maladie d'Alzheimer, de démence, c'est-à-dire qu'il y a deux de ces fonctions ici qui doivent être présentes. C'est-à-dire que la personne peut avoir des problèmes de mémoire, de langage, peut aussi avoir des problèmes de fonction motrice acquise, donc des choses que normalement les gens faisaient de façon automatique, qu'on fait tous les jours. Pour ces patients-là, à un moment donné, ils vont avoir de la difficulté à exécuter des tâches qu'ils faisaient de façon très automatique auparavant. Les fonctions visuo-spatiales, donc les gens vont avoir des problèmes à s'orienter, vont avoir des problèmes dans l'espace, dans leurs environnements, ne se retrouveront plus comme ils se trouvaient auparavant. Les fonctions exécutives, c'est-à-dire que les gens vont avoir des problèmes à exécuter des tâches complexes. Ils ne pourront plus fonctionner comme ils le faisaient, ils ne pourront plus être capables de faire des choses qu'ils étaient capables de raisonner auparavant. Maintenant, ça va être trop difficile pour eux. Résoudre des problèmes devient très difficile et leur personnalité va être également affectée. Donc, les stages de démence sont très longs et comme on a parlé de la maladie, donc c'est un stage, c'est très progressif. Donc, ça prend des années avant que les symptômes apparaissent et que la dégénérescence cérébrale se poursuit. Et donc, ça prend une dégénérescence assez sévère avant que les symptômes apparaissent. Et vous pouvez le voir ici, par exemple, dans un cerveau humain qui part d'un cerveau qui est un cerveau normal, une personne âgée normale. Mais aussi, vous avez ici un patient qui souffrait de symptômes relativement légers de démence. Mais comme vous pouvez voir, la dégénérescence cérébrale est déjà très sévère lorsque les premiers symptômes de maladie apparaissent. Et finalement, ici, vous avez un cerveau d'un patient qui est décédé avec des symptômes sévères de la maladie d'Alzheimer, donc la dégénérescence est encore plus prononcée. Donc, la progression est illustrée un peu sur cette courbe que vous voyez ici. Donc, on voit qu'il y a une période ici qu'on appelle le stage préclinique. Donc, c'est-à-dire c'est une période où il n'y a pas nécessairement de symptômes, il n'y a pas de démence qui a apparu encore, sauf que durant cette période, la dégénérescence cérébrale a lieu. C'est-à-dire que les problèmes pathologiques du cerveau sont présents, le cerveau dégénère, mais ça ne dégénère pas à un niveau que les problèmes cognitifs vont apparaître. Donc, ça prend quand même un certain temps avant que ces problèmes cognitifs apparaissent et graduellement, on va commencer à avoir des pertes cognitives. Ça va commencer par une démence légère, donc des pertes de mémoire isolées. La personne peut encore à ce stade-là fonctionner indépendamment et a une qualité de vie qui est relativement raisonnable, sauf qu'il va avoir ces pertes de mémoire qui vont devenir de plus en plus fréquentes. Et ensuite, les gens vont atteindre un niveau de démence qu'on appelle modéré. Donc, les pertes de mémoire vont devenir plus sévères à ce moment-là. Les comportements journaliers vont être plus difficiles à exécuter. Donc, souvent, les gens à ce stade-là qui faisaient un travail peut-être qui demandait des tâches cognitives vont devoir ralentir au travail, vont devoir arrêter de faire leur travail qu'ils faisaient habituel et se consacrer à des tâches plus simples. Et les gens vont commencer à avoir besoin de support social. Donc, c'est important de contacter et d'avoir des professionnels qui peuvent les aider. Et finalement, on peut atteindre un niveau, ça va progresser, et finalement atteindre le niveau de la démence sévère, qui est le stage final de la démence. Donc, les gens, à ce moment-là, ont complètement perdu leur fonction cognitive. Il y a des gens qui ont besoin de soins 24 heures sur 24 qui doivent être aidés par des professionnels. Et comme de raison, la qualité de vie des gens à ce stade-là est diminuée de beaucoup. Et donc, c'est le stage final de la maladie. Mais vous voyez ici que sur cet axe, vous avez l'âge. Donc, c'est des choses qui deviennent quand même, ce n'est pas quelque chose qui apparaît ça prend quand même un certain temps avant de passer d'un stage préclinique à un stage de démence sévère. On peut voir ici que ça peut aller, ils peuvent avoir jusqu'à 65 à 85 ans, ils peuvent avoir 20 ans qui se passent avant que vous atteigniez ce niveau-là. Donc, c'est très long, très chronique. Et cette diapositive vous montre un peu ici ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer est la principale cause de démence. Okay? Donc, vous voyez ici en bleu, ça indique, si vous prenez toutes les démences ensemble, les maladies qui causent la démence, vous avez ici certaines maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson. Il y a certains patients qui souffrent de maladie de Parkinson qui peuvent avoir des problèmes de démence, pas tous, mais certains. Mais il y a d'autres problèmes également, des problèmes vasculaires et d'autres
qui vont causer de la démence. Mais la maladie d'Alzheimer est de loin celle qui va être la principale cause de la démence sénile chez les patients. Le vieillissement est le plus grand facteur de risque de contracter la maladie. Donc, c'est ce qui est vraiment, il y a d'autres facteurs, on va en discuter tout à l'heure, mais l'âge est le principal facteur. Et vous voyez ici l'exemple, ce que vous pouvez voir, donc des gens entre 65 et 74 ans, environ 3 de ces gens-là vont souffrir de la maladie d'Alzheimer. Par contre, de ce que tu atteins entre 75 et 84 ans, le pourcentage augmente à autour de 20 Et lorsque les gens viennent jusqu'à plus de 85 ans, ça augmente presque à 50 Donc, l'âge est vraiment le facteur le plus déterminant qui va causer la maladie d'Alzheimer, qui va contribuer à un risque pour la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez ici, presque 50 des gens au-dessus de 85 ans peuvent contracter la maladie. Donc, c'est très, très important. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer? Donc, il y a une pathologie qui est très bien définie, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la cause de la maladie, mais on connaît ce qui se passe dans le cerveau. On sait quels sont les problèmes qui causent les déficits cognitifs de ces patients-là. Donc, il y a deux problèmes majeurs qui se passent, c'est-à-dire et vous voyez ici une image d'une section d'un cerveau d'un patient souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez ici les deux pathologies qu'on rencontre. Une des pathologies s'appelle les plaques séniles, c'est-à-dire que ce sont des agrégats de protéines, et la protéine s'appelle la protéine amyloïde. Et celles-ci sont indiquées ici par ces plaques en brun que vous voyez. Donc, ce sont ces plaques d'amyloïde qui vont se distribuer à travers tout le cerveau. Et l'autre facteur de dégénérescence s'appelle la dégénérescence neurofibrillaire. Donc, dans ce cas-ci, c'est la synthèse de la protéine tau anormale qui va être anormale. Et ceci va détruire le cytosquelette des cellules nerveuses. Et vous en voyez ici des exemples qui sont marqués plus en mauve. Donc, ce sont des cellules qui ont cette dégénérescence neurofibrillaire. Donc, ensemble, la présence de plaques et la présence de dégénérescence neurofibrillaire, le résultat de ça vont interférer de manière significative avec la communication entre les cellules nerveuses. C'est-à-dire que les cellules nerveuses ne pourront plus communiquer entre elles comme elles le faisaient, et la perte de cette communication va causer les problèmes qu'on voit chez les patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Pour vous montrer un peu plus le mécanisme et les détails de la maladie, donc j'ai une vidéo ici que je vais que je vais vous présenter, qui est très, très bien, c'est une vidéo à peu près environ 6 minutes, qui va parler un peu de l'origine de la maladie, de quelle façon la maladie a été identifiée, et aussi vous parler de cette pathologie, ces plaques d'amyloïdes et cette protéine tau, de quelle façon ces deux facteurs peuvent et de quelle façon ils interfèrent avec la progression de la maladie. Suite aux vidéos, on pourra discuter un peu plus en détail de cette pathologie. Voici maintenant une vidéo qui va vous démontrer ces problèmes de cette maladie. La maladie d'Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer. En réalisant l'étude histopathologique du cerveau de sa patiente, nommée Auguste D., qui était atteinte de démence, il mit en évidence la présence de deux types de lésions dans le cerveau, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Il conclut à une maladie singulière du cortex cérébral. 100 ans après, grâce aux techniques scientifiques actuelles, la recherche a fait un bond dans la compréhension de la maladie. Nous savons que le cerveau est constitué de neurones et qu'ils sont connectés entre eux pour former un vaste réseau. Ces connexions, appelées synapses, permettent de faire passer l'information d'un neurone à un autre. Dans la maladie d'Alzheimer, 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, deux lésions principales se forment dans le cerveau. Les plaques séniles, constituées de la protéine bêta-amyloïde, et les dégénérescences neurofibrillaires, constituées de la protéine tau.
Comment se forme la plaque sénile? À la surface des neurones, il existe une grande protéine appelée APP. Dans les conditions normales, l'APP est coupée à la surface des neurones et elle libère une protéine appelée bêta-amyloïde. Cette protéine bêta-amyloïde se dégrade ensuite dans l'organisme. Dans la maladie d'Alzheimer, il existe un déséquilibre. La protéine bêta-amyloïde n'est plus bien régulée et elle se retrouve en trop grande quantité. Elle s'agrège alors sous forme de fibriles insolubles qui forment les plaques séniles. Comment se forment les dégénérescences neurofibrillaires? Lorsqu'un neurone communique avec un autre, un signal va du corps du neurone, dit soma, à la synapse pour transférer l'information. Ce signal passe à travers le squelette du neurone, constitué de microtubules. Ces microtubules sont stabilisés par la protéine tau normale. Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine tau devient anormale. Elle est défectueuse et se détache des microtubules. De ce fait, le squelette du neurone se dissocie car il n'est plus maintenu. De son côté, la protéine tau anormale s'agrège dans le neurone. Sans squelette, les neurones dégénèrent et les connexions entre les neurones se perdent. La protéine tau anormale qui s'agrège dans le neurone forme des filaments. On dit alors que l'accumulation de ces filaments constitue la dégénérescence neurofibrillaire. Elle provoque à terme la mort du neurone. Comment se propagent ces deux lésions dans le cerveau? Les dégénérescences neurofibrillaires et les plaques séniles ne suivent pas le même chemin dans le cerveau au cours du temps. Les dégénérescences neurofibrillaires se développent d'abord dans la région appelée l'hippocampe, essentielle à la mémoire et à l'apprentissage. Elles se propagent ensuite par un mouvement centrifuge à l'ensemble du cerveau. On observe alors une atrophie du cerveau, ce qui provoque un dysfonctionnement global. La progression de ces lésions correspond aux symptômes de la maladie qui débutent par les troubles de la mémoire, puis des troubles du langage, de reconnaissance et l'incapacité à exécuter des gestes. Qu'en est-il de la progression des plaques séniles? Elle est différente. Les plaques séniles se propagent d'abord dans le cortex, elles atteignent ensuite l'hippocampe, puis elles se propagent à l'ensemble du cerveau par un mouvement centripète. Leur progression n'est pas liée aux symptômes de la maladie. Mais de nombreuses questions restent encore sans réponse. Nous savons que la présence des deux lésions cérébrales est nécessaire pour développer la maladie d'Alzheimer, car l'une ne va pas sans l'autre. Mais quelle lésion arrive en premier? La dégénérescence neurofibrillaire ou la plaque sénile? La réponse est encore discutée. Plusieurs essais cliniques censés nettoyer le cerveau de ces plaques séniles ont échoué. En effet, cela ne suffit pas à éradiquer la maladie d'Alzheimer. On pense maintenant que bien avant la formation des plaques séniles, des petites formes de bêta-amyloïdes, appelées oligomères, seraient toxiques pour les neurones en perturbant leur communication au niveau des synapses. Ces oligomères toxiques et leur accumulation dans les plaques séniles seraient alors à l'origine des dégénérescences neurofibrillaires, elles-mêmes responsables des symptômes. Mais le lien entre la protéine bêta-amyloïde et la protéine tau est encore mal compris. Quel est le déroulement exact des mécanismes moléculaires qui amènent au développement de la démence? Quel est le rôle de la génétique et des facteurs de risques environnementaux dans la survenue de la maladie? La recherche scientifique est primordiale pour répondre à ces questions. Grâce aux chercheurs, on connaît de mieux en mieux la maladie d'Alzheimer dans sa complexité et de nouvelles voies permettent d'entrevoir des espoirs concrets pour éradiquer cette maladie dévastatrice. OK,
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc, ça démontre très bien, vous voyez très bien de quelle façon ces protéines sont très importantes. Et c'est vraiment la pathologie. Donc, tous les gens qui vont décéder et qui ont la maladie d'Alzheimer, on va retrouver au niveau du cerveau de ces patients-là cette pathologie de la protéine amyloïde et de la protéine tau. Maintenant, parlons un peu de la cause. Je vous ai dit qu'on ne connaissait pas la cause de la maladie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi certaines personnes vont contracter la maladie et d'autres ne la contracteront pas. En général, lorsqu'on demande aux gens, OK, quelle est la cause de la maladie d'Alzheimer, quelle est la cause de la maladie de Parkinson, les gens vont dire, bon, c'est un mélange de facteurs génétiques, c'est-à-dire qu'il y a sûrement quelque chose de génétique, c'est-à-dire pourquoi certaines personnes vont l'attraper, vont avoir la maladie d'Alzheimer. Il y a sûrement quelque chose à l'intérieur qui va faire que quelqu'un est prédisposé à cette maladie. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de gènes comme tels qui ont des mutations et qui vont être transmissibles d'une génération à l'autre. Mais il y a probablement un facteur génétique qui est en ligne de compte. Et aussi, il y a l'environnement. Donc, il y a certaines choses dans l'environnement qui vont contribuer qui peuvent contribuer au développement de la maladie, mais aussi qui peuvent protéger, qui peuvent réduire l'incidence de la maladie. Et si vous avez en rouge les facteurs de risque qui ont été identifiés, qui, effectivement, sont associés au développement de la maladie d'Alzheimer, je vous ai mentionné l'âge, le vieillissement est le facteur de loin le plus important, mais il y en a d'autres. Vous avez ici traumatisme crânien. Les gens, par exemple, qui ont les sports, les gens qui jouent au football ou les boxeurs, il y a des taux assez élevés de ces maladies neurodégénératives. J'ai des gens, lorsqu'ils vieillissent, qui vont avoir ces maladies-là. Des facteurs de dépression, l'hypertension artérielle, c'est un facteur également qui est associé avec la maladie d'Alzheimer. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui font de l'hypertension vont avoir la maladie d'Alzheimer, mais il y a un lien quand même qui est présent. Donc, ça vaut la peine quand même de faire attention à cette hypertension et de bien surveiller votre tension artérielle, qui va avec le développement du cholestérol trop abondant qui vont créer cette hypertension. Et aussi, il y a des différences ethniques, c'est-à-dire que, par exemple, les gens africains, les Noirs, vont avoir un taux de développement de la maladie beaucoup plus élevé que les Blancs, par exemple. Et il y a des facteurs qui vont aussi également contribuer à réduire le niveau de la maladie. Par exemple, l'éducation, c'est-à-dire se tenir au courant, c'est-à-dire de faire des exercices cognitifs, de maintenir votre cerveau actif est important. C'est-à-dire essayer de toujours avoir quelque chose que vous pouvez maintenir vos fonctions cognitives actives. Lire des livres, par exemple, faire des exercices cognitifs, suivre tout ce que vous trouvez que... Donc, c'est très important de continuer de maintenir ces fonctions cognitives actives. Les exercices physiques sont importants également, c'est-à-dire qu'il y a clairement un lien entre les exercices, les gens qui ne sont pas sédentaires, qui font des exercices physiques. Ça peut être de la marche, quelque chose de bien simple, mais continuez à faire de l'exercice le plus que vous pouvez, ça peut aider quand même à maintenir, à réduire le taux de la maladie. Bien se nourrir est très important également et ça revient avec ces problèmes ici de cholestérol et d'hypertension artérielle qui peuvent être dus en partie à la diète. Bien manger est important. Et également, le statine, ici, ce sont des produits chimiques qu'on retrouve, par exemple, dans le vin rouge, par exemple. Vous avez de la statine. Donc, ce sont des produits chimiques qui peuvent également aider à réduire la maladie. Donc, ce sont des facteurs d'association, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la maladie, mais comme de raison, ce ne sont pas des liens qui sont à 100%, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que tous les gens qui ont ces problèmes-ci vont développer la maladie et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire tout ce qui est ici, mais qui vont quand même développer la maladie. Il y a une forme, donc la plupart des gens, la maladie n'est pas génétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire que même si un membre de votre famille a la maladie, ça ne veut pas dire que les gens de vos enfants ou l'autre génération vont avoir la maladie. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gène qui va être transmis du père et de la mère aux enfants et tout ça. Mais il y a une forme de maladie qui est génétique, c'est-à-dire qu'on appelle la maladie une forme familiale de maladie. Donc, cette forme familiale de maladie, il va avoir effectivement des gènes qui vont avoir une mutation et qui vont être transmis d'une génération à l'autre. Les caractéristiques de cette forme de maladie, c'est qu'elle est très sévère. Donc, c'est des débuts qui sont très précoces. Donc, ils vont commencer plus tôt que la maladie normale.
chez les gens, qui est plus autour de 75 à 80 ans. Ici, c'est plus autour de 65 ans. Par contre, ces cas familiaux affectent un très faible pourcentage de gens. Donc, c'est des cas qui sont très rares. Environ moins de 5 des maladies d'Alzheimer sont causées par des formes familiales. Donc, c'est très, très rare. C'est pour ça, en général, lorsqu'on va dire quelle est la cause de la maladie d'Alzheimer, on va dire qu'on ne connaît pas la cause parce que ces formes génétiques n'apparaissent pas très fréquemment. Lorsqu'ils apparaissent, la pathologie du cerveau qu'on a parlé dans le vidéo, l'amyloïde et les dégénérescences neurofibrillaires vont être les mêmes que ce qui se voit dans les gens qui vont avoir la maladie neurodégénérative tardive. Donc, c'est les mêmes types de pathologies et les mêmes déficits que les gens vont faire face. Donc, toutes ces formes de maladies, de formes familiales, l'implication de ça, c'est qu'ils vont affecter, vont causer des mutations dans des gènes qui vont être impliqués dans la production d'amyloïdes. Donc, c'est la protéine que vous avez vue qui fait partie de ces plaques d'amyloïdes qu'on retrouve dans le cerveau. De quelle façon peut-on traiter la maladie d'Alzheimer? Malheureusement, il n'y a pas de traitement magique pour cette maladie, comme c'est le cas pour la maladie, comme d'autres maladies également. Donc, le mieux qu'on peut faire pour l'instant, ce sont des traitements symptomatiques. C'est-à-dire que les gens vont recevoir des médications qui vont aider à réduire les symptômes de la personne. Dépendant du type de symptômes que les gens ont, le médecin va vous donner des drogues qui vont essayer d'atténuer un peu ces symptômes. Donc, ce sont des traitements qui sont symptomatiques. Un des traitements qui est très commun dans la maladie d'Alzheimer est ce qu'on appelle des inhibiteurs, donc c'est des drogues qui vont réduire la fonction d'une enzyme, c'est d'une protéine qu'on appelle la cholinestérase. La cholinestérase est une enzyme qu'on retrouve dans le cerveau, d'un cerveau normal, qui a pour but de dégrader un neurotransmetteur chimique très important qu'on appelle l'acétylcholine. Donc, c'est une substance chimique qui permet aux neurones de communiquer entre eux. Dans le cerveau de patients Alzheimer, ce neurotransmetteur diminue de façon très importante. Les cellules qui synthétisent l'acétylcholine sont les cellules les plus affectées dans la maladie. Donc, une des raisons pour laquelle il donne cet inhibiteur, c'est-à-dire que ça va empêcher la dégradation du reste d'acétylcholine dans le cerveau et pouvoir augmenter un peu le niveau d'acétylcholine restant dans le cerveau des patients pour pouvoir leur permettre d'avoir des fonctions cognitives un peu plus élevées. Mais ce sont ces symptômes symptomatiques. Ça n'arrêtera pas la progression de la maladie et ça surtout ne préviendra pas la formation des pathologies qu'on a discutées tout à l'heure. Comme de raison, un des traitements importants, ce sont des traitements des supports familiaux et aussi de soignants professionnels, des psychologues, des infirmières, des médecins qui vont vous aider à vivre avec la maladie. Et comme de raison, l'éducation est très importante, donc vous gardez au courant des développements de la maladie, vous gardez au courant des principaux symptômes de la maladie, tout ça, donc c'est important de suivre ces développements. Dans le cas de thérapie préventive, malheureusement, il n'y a aucune thérapie préventive qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est comme de raison, c'est le type de thérapie que nous voulons avoir, donc que nous voulons développer pour prévenir le développement de la maladie. Et vous pouvez vous imaginer que la recherche biomédicale sur la maladie d'Alzheimer, le but de la recherche est de développer ce genre de thérapie. Et on pourra en discuter plus où s'en est rendu vers la fin de la présentation. La question est que une des choses qu'on se rend compte avec ces maladies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des maladies qui sont chroniques, qui sont très, très longues. Donc, la dégénérescence du cerveau commence relativement tôt et progresse très lentement. Mais les symptômes vont apparaître beaucoup plus tard. Donc, c'est-à-dire que lorsque les premiers symptômes de la maladie apparaissent, déjà, à ce stade-là de symptômes, le cerveau est déjà très dégénéré, a déjà subi beaucoup d'insultes et est très dégénéré. Donc, c'est presque impossible de revenir en arrière lorsqu'on atteint ce stade-là. Donc, l'idée, c'est de trouver de façon de pouvoir diagnostiquer, de pouvoir identifier les gens qui sont à risque pour la maladie avant que les symptômes apparaissent. Donc, ce n'est pas facile, comme de raison, parce que les gens n'ont aucun symptôme. Donc, il faut trouver ce qu'on appelle des biomarqueurs. C'est-à-dire, ce sont des
des protéines, des marqueurs qui vont nous aider à déterminer si les gens sont à risque pour la maladie. Et un de ces biomarqueurs que les gens utilisent, ce sont les protéines qu'on retrouve dans le cerveau des patients qui souffrent de maladie d'Alzheimer, la protéine amyloïde et le niveau de protéine tau. Chez les patients qui sont à risque pour la maladie, le niveau de ces protéines anormales va augmenter de façon importante dans ce qu'on appelle le liquide cérébrospinal. Le liquide cérébrospinal, c'est un liquide qu'on retrouve au niveau du cerveau qui va contenir ces protéines et beaucoup d'autres protéines. Et donc, en prenant un échantillon de ce liquide cérébrospinal, en faisant une ponction lombaire, par exemple, on peut collecter un peu ce liquide, on peut mesurer les niveaux d'amyloïdes et de protéines tau et déterminer si les niveaux sont normaux ou si les niveaux sont plus élevés. Donc, comme vous le voyez ici, il y a une très forte corrélation entre les niveaux anormaux de ces protéines au niveau du liquide cérébrospinal et les chances de développer la maladie. Vous voyez ici, la ligne bleue indique que ce sont des gens qui ont un liquide cérébrospinal normal. Vous voyez ici, les chances de développer la maladie sont très faibles. Par contre, si les gens ont un liquide cérébrospinal qui est pathologique, donc on voit ici qu'il graduellement, la quantité de gens qui vont développer la maladie devient très, très grande. Donc, il y a une corrélation, donc c'est clairement donc la mesure de ces protéines au niveau du liquide cérébrospinal est un biomarqueur qui peut nous dire et qui peut nous informer si les personnes sont à risque de développer la maladie. Donc, qui peut nous permettre peut-être d'interagir, qui peut nous permettre d'intervenir très tôt avant que les symptômes apparaissent. Une autre façon, c'est d'utiliser l'imagerie cérébrale pour pouvoir voir ces plaques qu'on retrouve au niveau du cerveau, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ici, vous avez c'est une section d'un cerveau de patient, un patient qui est décédé. Donc, on peut voir à travers ce cerveau par des méthodes de marquage. On peut voir la plaque ici, c'est une plaque d'amyloïde qu'on retrouve dans le cerveau. Mais il y a également des méthodes d'imagerie qui nous permettent de voir ces plaques lorsque les gens sont encore vivants et de suivre la progression de ces plaques à travers le cerveau. Donc, vous pouvez voir ici, c'est un cerveau d'une personne vivante, une personne normale, et qui est passée à travers l'imagerie cérébrale. Et les taches en rouge que vous voyez ici, ce sont des endroits dans le cerveau où il y a développement, comme un début de développement de ces plaques. Donc, ici, c'est un niveau relativement tôt. C'est le début de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est un patient qui n'a pas beaucoup de symptômes sévères encore, mais on peut voir déjà la formation de ces plaques à travers le cerveau. Lorsque la maladie progresse et les gens atteignent un niveau modéré de la maladie, donc plus sévère, vous voyez que la quantité de rouge ici augmente beaucoup. Donc, les régions cérébrales plus de régions cérébrales deviennent affectées. Et donc, c'est pourquoi les fonctions cognitives diminuent. Et finalement, lorsque vous atteignez un niveau avancé de la maladie, donc pratiquement tout le cerveau est envahi par ces plaques. Et le jaune ici indique une quantité de plaques qui est très, très grande, encore plus que ce que vous voyez par le rouge. Donc, à un niveau avancé, pratiquement tout le cerveau chez les patients affectés par la maladie vont contenir ces plaques séniles. Mais donc, on peut utiliser l'imagerie cérébrale encore en façon de biomarqueur. On peut visualiser le cerveau des gens et de suivre la progression de développement de ces plaques. Lorsque les gens sont à un niveau encore que la maladie n'a pas progressé et qu'on peut utiliser pour essayer de nous guider dans la prévention du développement plus sévère de ces plaques à travers le cerveau. Et on pourra en discuter tout à l'heure de l'implication de ça dans le type de traitement qu'on peut faire. Donc, en parlant du type de traitement, quel est le traitement que les gens essaient de développer? Donc, tous les essais cliniques qui se font jusqu'à maintenant, le but est d'essayer de diminuer ou de prévenir la formation de ces plaques et de ces dégénérescence neurofibrillaire dans le cerveau des gens. Parce que c'est clair que c'est ça qui cause des problèmes. Et donc, si on peut enrayer, si on peut diminuer la formation de ces plaques, on va quand même aider les gens et diminuer l'incidence de la maladie. Une des approches qui a été utilisée, c'est un article ici scientifique qui a été publié dans la revue Nature en 1999, qui avait beaucoup d'espoir. Donc, ce sont des gens qui ont utilisé l'immunisation, donc développer un vaccin contre cet amyloïde et administrer le vaccin
à des souris, donc c'est des souris qui étaient des modèles animaux de la maladie d'Alzheimer, et de voir si ça avait un effet sur la réduction de plaques à travers le cerveau. Et comme vous pouvez le voir ici par les deux images, donc vous avez à droite une souris qui n'a pas été immunisée, qui n'a pas reçu le vaccin. Donc, vous voyez que la quantité de plaques à travers ce cerveau est très, très grande. Tout ce que vous voyez ici en noir ou en bleu foncé, ce sont des plaques. Mais lorsqu'on immunise la souris, lorsqu'on lui donne le vaccin, ça enlève complètement les plaques à travers le cerveau et ça prévient également la formation de plaques à travers le cerveau. Donc, cet article a été très important dans le domaine et avait ouvert une porte de possibilité que peut-être un vaccin était la façon de traiter les patients souffrant de la maladie d'Alzheimer et les patients à risque pour la maladie d'Alzheimer. Malheureusement, il y a eu des essais cliniques qui sont faits chez les patients, chez des patients affectés par la maladie d'Alzheimer, des patients à des stages avancés de la maladie, et les essais cliniques ont dû être suspendus en raison d'effets secondaires qui ont été créés chez certains patients, principalement des problèmes d'encéphalie. Donc, les essais cliniques ont été suspendus et le vaccin n'a jamais été disponible pour traiter les gens affectés de la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas une méthode qui est complètement mise de côté. Les gens y pensent encore de voir s'il y a des façons de faire ça, mais depuis cette découverte, il n'y a pas d'essais cliniques qui se font actuellement sur l'utilisation de vaccins pour enrayer la maladie d'Alzheimer. Par contre, il y a d'autres études qui se font, qui ont le même but, c'est-à-dire, mais plutôt qu'utiliser un vaccin, on utilise des drogues qui ont comme but de diminuer ou de détruire ces plaques d'amyloïdes. Donc, ce qu'on fait maintenant, et aussi ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on va traiter également des gens qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont affectés de manière sévère par la maladie. Donc, ce sont des gens qui sont à des stades assez précoces encore de la maladie ou qui n'ont même pas encore des symptômes de maladie, mais qui ont un début de formation de plaques dans le cerveau. Donc, on prend des gens qui sont très tôt. Donc, l'idée, c'est d'intervenir tôt dans la progression de la maladie et pouvoir empêcher la formation de plaques pour que ça atteigne des niveaux, comme on voit ici, niveaux modérés ou des niveaux sévères. L'idée, c'est d'essayer de garder le cerveau à ce stade-ci, où il y a très peu de plaques dans le cerveau. Donc, il y a une grosse étude clinique qui se fait présentement, qui a commencé en 2014. Les résultats vont être publiés en 2020 ou en 2021 et qui vont nous dire si ces drogues, quels sont les effets cliniques de ces drogues et voir si ça a eu un effet bénéfique et diminuer la progression de la maladie chez ces patients. Donc, c'est ma dernière diapositive pour conclure. Donc, la chose, vous avez vu un peu la façon de cette maladie qui est très dévastatrice, qui est très longue, qui progresse de façon très chronique. La clé de succès de la maladie, c'est la façon la plus importante, la seule façon qu'on va pouvoir développer une méthode de traitement pour cette maladie, c'est d'intervenir tôt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on intervienne très tôt dans le développement de la maladie. Idéalement, on doit intervenir à ce stage qu'on appelle le stage préclinique, c'est-à-dire avant que les patients vont développer la démence. Lorsqu'ils développent la démence, il est un peu trop tard pour intervenir. La seule chose qu'on peut faire lorsque les gens ont déjà de la démence, qui vont avoir un effet un peu, qui vont aider les patients, c'est les traiter avec des thérapies qui sont appelées symptomatiques. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des symptômes de la maladie, mais n'auront pas d'effet sur la progression de la maladie. Idéalement, ce que nous voudrions, ce serait qu'on ait des thérapies qui sont soit neuroprotectives, c'est-à-dire qui peuvent interagir, qui peuvent protéger les cellules nerveuses de la dégénérescence et prolonger un peu, changer la courbe ici, de façon à ce que la démence n'apparaisse pas aussi rapidement et que le niveau de la démence n'est pas aussi sévère, trop rapidement. Et idéalement, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir une thérapie qui est préventive. C'est-à-dire qu'on peut interagir et intervenir très, très tôt et pouvoir complètement prévenir le développement de la démence. Donc, idéalement, c'est ce qui est visé par les recherches actuelles, c'est de trouver des biomarqueurs qui vont nous permettre d'intervenir très tôt chez les patients et de pouvoir prévenir le développement de la démence.
Bon, ça conclut ma présentation. J'espère que ça vous a donné une bonne vue de ce que cette maladie est au niveau de l'importance de la maladie qui est très important, qu'on ne doit pas se le cacher. C'est une maladie qui nous affecte tous. Qui que ce soit n'est pas à l'abri de cette maladie, malheureusement. Et on doit se rendre compte que c'est quelque chose d'important et y faire face. Et c'est important également que la recherche continue. Et parce que c'est par la recherche qu'on va pouvoir éventuellement développer des outils qui vont nous permettre, j'espérons, qui vont nous permettre d'enrayer cette maladie. Donc, pour terminer, je voudrais remercier beaucoup la Société d'Alzheimer et de la Gaspésie des Îles de m'avoir invité à vous donner cette présentation. Ça me fait bien plaisir de pouvoir venir et jaser avec vous, des gens de la région où j'ai passé une grande partie de ma vie, pouvoir séparer avec vous des connaissances sur cette maladie. Je voudrais également remercier Dr. Jim Law et Larry Walker, qui sont des collègues dans le département de neurologie et MRI, qui m'ont donné certaines de leurs diapositives pour faire partie de cette présentation. Je remercie également mon équipe de recherche. C'est les membres de mon équipe de recherche qui se trouvent à l'Université d'Emory, donc c'est-à-dire qu'on travaille ensemble pour pouvoir avancer la recherche sur ces maladies, également la maladie de Parkinson, que je fais beaucoup dans mon laboratoire. Et finalement, je remercie beaucoup les endroits, les instituts qui financent notre recherche aux États-Unis, qui est principalement le National Institute of Health. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et ça me fait plaisir de répondre aux questions que vous avez à propos de la présentation. Merci.